Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Stéphanie Demuru. À la une de l'actualité de ce 3 janvier, c'est une info qu'Europe 1 vous révélait tôt ce matin. Bruno Retailleau a annoncé l'interpellation à Brest d'un influenceur algérien. Zazou Youssef, c'est son pseudo, appelé sa communauté à commettre des attentats en France. Il était en situation irrégulière, placé sous OQTF. Tous les détails au début de ce journal avec Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Nous n'avons pas le luxe de l'immobilisme, s'exclame la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, à l'issue du tout premier Conseil des ministres de François Bayrou ce matin à l'Élysée. Une équipe déjà sous pression pour faire adopter au plus vite un budget après la censure de Michel Barnier. Alexandre Chauveau nous en fera le résumé. Et puis on viendra évidemment sur ces sujets avec Gabriel Cluzel et Raphaël Steinville, mes débatteurs, ce midi. Et on vient de l'apprendre, une prise d'otage est en cours à la prison d'Arles. Un détenu retiendrait plusieurs personnels de l'établissement pénitentiaire. Il serait armé d'une arme blanche artisanale. Le raid est déclenché pour se rendre sur place. On fera un point complet sur la situation avec Stéphane Burgat. Record d'intérêt pour le livret A. Les Français ont encore beaucoup épargné cette année. En 2024, ces intérêts vont battre un record avec près de 20 milliards d'euros versés. Bonjour Géraldine. Bonjour Stéphanie. La tendance météo pour cet après-midi. Eh bien, temps sec et froid au nord-est, humide et doux dans le sud-ouest. C'est le programme de votre vendredi après-midi. Côté température, il fera 2 à 6 degrés sur la moitié nord. On attend 8 à 12 degrés du sud-ouest à l'intérieur de la Provence, jusqu'à 19 degrés sur la façade orientale de la Corse. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Bruno Retailleau a donc annoncé l'interpellation d'un influenceur algérien qui appelait sa communauté à commettre des attentats en France. Jean-Baptiste Marty, bonjour. Vous révéliez donc cette information tôt ce matin sur Europe 1. L'homme connu sur les réseaux avec le pseudo Zazou Youssef a donc été arrêté. Oui, très tôt, sur les coups de 8h. Écoutez Grégory Joron, secrétaire général du syndicat de police unité. La BRI 44, celle de Nantes, se met en route depuis hier matin sur Brest, essaye de localiser un individu avec l'appui du RAID et arrive à le loger, à l'interpeller ce matin. Donc en 24 heures, on va dire, l'interpellation est faite. Une arrestation sans résistance au domicile d'un autre homme, lui aussi interpellé. Ce qu'on lui reproche... On est là. Comprenez, tirez sur eux, on va vous violer. Des propos en arabe tenus dans plusieurs vidéos sur ses réseaux sociaux très suivis, puisque 400 000 personnes sont abonnées à son compte TikTok. On lui reproche donc des provocations directes à commettre des actes de terrorisme et d'apologie publique de terrorisme. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Ah, pardon Jean-Baptiste, on échangeait, pardonnez-moi, avec la régie sur les derniers événements à Tarbes. Que sait-on de cet homme, Jean-Baptiste ? Il a 25 ans, il est né en Algérie, à Mostaganem, dans le nord du pays, pas loin d'Alger. Son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est donc Zazou Youssef, mais son vrai nom est Youssef Aziria et selon les informations d'Europe 1, il fait l'objet d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 16 avril 2024. Il faut dire que l'influenceur algérien, qui vit à Brest depuis plusieurs années, mais qui est en situation irrégulière, était connu de la justice. Il a été condamné en 2023 après avoir mis le feu à un club de tennis brestois. Après cette arrestation, je cite, « Ne rien laisser passer ». Voilà ce qu'a écrit Bruno Retailleau sur son compte X, le ministre de l'Intérieur, qui a tenu à remercier les magistrats et les forces de l'ordre. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et dans l'actualité également, la comparution immédiate prévue cet après-midi de 2 clandestins algériens sous OQTF. Ils avaient déjà été interpellés pour le cambriolage d'une pharmacie dans la ville d'à côté, Ivry-sur-Seine, le 24 décembre. Mais ils avaient été relâchés faute de place en centre de rétention administratif. Ils ont à nouveau été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi, cette fois pour un vol à la roulotte dans le Val-de-Marne. Jugement aujourd'hui, donc Yoann Madec. Oui, en fait, leur cambriolage de la semaine dernière avait à l'origine été classé sans suite, même s'ils avaient reconnu les faits. La préfecture avait alors demandé leur placement en centre de rétention administrative sans succès, faute de place. Et sans domicile fixe, les 2 hommes sont alors retournés dans la rue. Un profil typique dans les cas de récidive, explique Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Sont des individus qui sont des SDF, donc ils se retrouvent livrés à eux-mêmes sur la voie publique. C'est ça pour nous les multirécidivistes. Il y a énormément de ces profils-là. Des profils que la justice a également du mal à juger, notamment à cause du manque de place dans les prisons, pointe le policier.
c'est un vol simple, il est puni de 3 ans de prison. Mais de toute façon, pour des vols qui sont qualifiés simples, il n'y a pas réellement de peine de prison parce que les prisons sont extrêmement saturées. On a un problème finalement de justice qui n'a pas les moyens de faire exécuter des peines. Et face à ces problèmes, le syndicaliste appelle à plus de moyens pour appliquer les peines. Merci Yoann Madec. Et je vous le disais en titre, on venait de l'apprendre, une prise d'otage est en cours à la prison d'Arles. Un détenu retiendrait plusieurs personnels de l'établissement pénitentiaire. On va aller voir ce qui se passe. Stéphane Burgat, vous êtes notre correspondant dans le sud. Que sait-on de cette prise d'otage, Stéphane? Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Eh bien, écoutez, Stéphanie, du peu d'informations dont nous disposons pour l'heure. Un seul détenu retiendrait un surveillant pénitentiaire et 3 personnels médicaux. Depuis la fin de matinée, il serait équipé d'une arme blanche de fabrication artisanale. Alors, dans ces cas-là, on sait que les IRIS, les unités d'élite des personnels des prisons sont mobilisées en premier. Mais selon nos confrères de la Provence, une équipe du RAID serait également mobilisée pour se rendre sur place. Reste à connaître les circonstances et les motivations de cette prise d'otage. La prison d'Arles, on le sait, est une centrale pour les prisonniers aux lourdes peines, prison qui ne souffre pas de la surpopulation carcérale, comme par exemple les maisons d'arrêt, à l'exemple des Baumettes. C'est dans cet établissement, on le rappelle, qu'était incarcéré Yvan Colonel avant d'être mortellement agressé en 2022 dans une salle de sport. Merci Stéphane Burgat, correspondant à Marseille, et vous nous tenez évidemment au courant des dernières informations sur cette prise d'otage en cours à la prison d'Arles. Le gouvernement de François Bayrou faisait sa rentrée ce matin, petit déjeuner place Beauvau offert par Bruno Retailleau, puis le premier conseil des ministres de cette nouvelle équipe. Alexandre Chevaux, vous êtes à l'Élysée pour Europe 1. François Bayrou a fait passer ses messages. Il veut une équipe unie et courageuse, Alexandre. Absolument, une équipe qu'on a vu arriver à pied depuis la place Beauvau. Bruno Retailleau notamment, tout sourire aux côtés de François Bayrou. Rachida Dati fermant la marche. Le nouveau gouvernement désormais au travail donc et qui cherchera à endiguer l'instabilité. Si nous sommes unis, nous pourrons déplacer un certain nombre d'obstacles, leur a dit François Bayrou en ouverture du Conseil des ministres. Propos confirmés quelques minutes plus tard par la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui a affiché sa volonté de trouver des compromis avec les différents groupes de l'Assemblée. Moi, je ne veux pas être condamné avant d'avoir essayé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de sortir des lignes rouges, des postures. C'est exactement ce que nous demandons à l'ensemble des groupes politiques. Ça fait 1 an, en fait, que nous sommes en situation instable. 1 an que nous repoussons des réformes, d'ailleurs pour lesquelles il y a une sorte de concorde. Et donc chaque groupe politique devra, au-delà de ses postures, au-delà de ses déclarations et de ses tweets, prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer. Alors cet état d'esprit, c'est aussi celui d'Emmanuel Macron qui a appelé les ministres à l'audace et à l'unité ce matin. Conseil des ministres qui s'est achevé par un conseil de défense consacré à Mayotte avec l'absence remarquée du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, actuellement en déplacement en Syrie. Merci Alexandre Chevaux. Un gouvernement en sursis donc qui devra gérer de gros dossiers. La porte-parole Sophie Primas les a égrenés à l'issue de ce conseil des ministres. Bonjour Alexis de la Fontaine. Quels sont les dossiers prioritaires ? Eh bien tout d'abord, la loi d'urgence pour reconstruire Mayotte, vous l'avez entendu. Le texte porté par Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer, est repoussé d'1 semaine car le projet de loi n'est toujours pas prêt alors que l'urgence presse sur place. L'autre priorité de François Bayrou, c'est évidemment le budget. Pour rappel, c'est ce qui avait causé la chute de Michel Barnier. Alors, pour éviter la même sentence, le ministre des Finances, Éric Lombard, rencontrera tous les présidents de groupes parlementaires à partir de lundi, avec l'idée de réduire le déficit, selon la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le déficit sera le résultat des concertations et du chemin qui sera trouvé. Et après, être entre 5,4, 5,1, 4,9, 4,8, on verra où est le chemin et ce qui est supportable pour le déficit français. Nous savons, et ne perdons pas de vue l'objectif qui était également celui de Michel Barnier, de réduire la dette de la France, évidemment. Éric Lombard le sait, il devra donc faire des concessions au Rassemblement national ou au Parti socialiste. François Bayrou doit aussi ménager ses troupes et devrait normalement céder une rallonge budgétaire assez conséquente à Gérald Darmanin pour le ministère de la Justice. Enfin, ce nouveau gouvernement veut s'emparer du problème de l'immigration.
pour tenter de repousser une possible motion de censure de Marine Le Pen. Ouais, merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et vous le disiez, Gérald Darmanin, qui a obtenu donc une rallonge budgétaire, était à Marseille hier. Plusieurs annonces d'intention pour mener la bataille contre les narcotrafiquants. Dans la cité phocéenne, les guerres de gangs ne s'arrêtent jamais, pas même en prison. Illustration au centre pénitentiaire des Baumettes où les dealers se sentent chez eux et mettent au pas les autres détenus, comme l'a constaté Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 à Marseille. À la sortie du parloir, Johanna ne cache pas sa détresse. Son frère est emprisonné ici pour cambriolage, incarcéré notamment au milieu de narcotrafiquants qui font régner la terreur. Tout le monde est mélangé. La personne, ça la tue de se mélanger avec des gens comme ça. Je le vois toutes les semaines. C'est devenu de pire en pire. Il est rongé par la peur, il descend pas en promenade parce que ça craint. Maintenant, il vous charcle pour rien. Pour un regard, il vous charcle pour une paire de baskets, il vous charcle. Il n'y a plus de limite. Et tout ça, c'est mélangé. L'idée de regrouper les narcotrafiquants dans des établissements spécialisés a du sens, notamment pour les empêcher de gérer leurs affaires à distance, plaident les organisations syndicales comme le SPS de Marc Berkane au Baumettes. Il faut prôner des établissements différenciés. Il faut des budgets, il faut de l'immobilier. Et les gens, la plupart de la population veulent des prisons, comme nous voulons des places de prison supplémentaires, mais après personne ne les veut auprès de chez lui. Ça, on peut les comprendre. Mais Gérald Darmanin souhaite mener d'abord son expérimentation de surveillance resserrée auprès de 100 détenus pour narcotrafic. Mais faute de place et de moyens humains suffisants, les syndicats de surveillants doutent de la proposition du ministre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Il est 13h11, la suite du journal de Stéphanie Demurus sur Europe 1 et on vous en parlait hier. La production d'électricité en France reprend définitivement des couleurs. Oui, l'année dernière, les exportations ont même atteint des sommets avec près de 90 TWh livrés à nos voisins. Un record absolu, preuve que la crise énergétique est bel et bien derrière nous. Mais tout n'est pas rose pour autant, Margot Faudéré. Il y a un revers à la médaille. Le bon côté des choses, c'est que la France est de retour au niveau de production qu'elle connaissait avant la crise énergétique, et même mieux encore puisque les exportations d'électricité ont atteint en 2024 un niveau inégalé au-delà du dernier record atteint en 2002. Ce redressement est surtout porté par le nucléaire et c'est une très bonne nouvelle pour les comptes de la France, explique Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier. Les exportations d'électricité ont un impact positif parce que la balance commerciale française est déficitaire. Un élément de l'énergie, c'est-à-dire l'électricité, nous rapporte quelques milliards. Le revers de la médaille, c'est que ces exportations témoignent aussi d'une faible consommation d'électricité en France, à la fois parce que l'activité n'a pas été aussi importante que prévu l'année dernière et donc la demande a été généralement faible, et puis parce que les Français consomment encore beaucoup d'énergie fossile. On voit que les substitutions, par exemple entre le gaz et l'électricité, ne se font pas aussi rapidement que prévu. Et le chemin vers la transition énergétique est encore long. Aujourd'hui, la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale dépasse à peine les 25% en France. Selon les prévisions de RTE, elle doit atteindre 55% en 2050. Et c'est le moment que tous les épargnants attendent. Après avoir sagement mis de côté pendant un an, voici venu le temps des versements d'intérêts sur les différents livrets réglementés. Et cette année, comme les Français ont encore beaucoup épargné, ces intérêts vont battre un record avec près de 20 milliards d'euros versés. De quoi plutôt bien commencer l'année, Brieux Baucher ? Oui, avec un livret A à 3% et un livret d'épargne populaire à 4%. Les intérêts pour 2024 se comptent en centaines d'euros. C'est le cas de Maël, 23 ans, avec son livret A. Alors précisément, j'ai eu 699,97, du coup 700 euros d'intérêt pour 2024. Là actuellement, du coup, j'ai 24 000 dessus. Dans un contexte politique et économique incertain, cet argent est le bienvenu pour envisager l'avenir. Je place sur le long terme, c'est-à-dire que je vois mon épargne comme la base de départ pour de futurs investissements. Ça va être principalement en projet d'acheter pour plus tard. Alors tout le monde ne reçoit pas autant que Maël, cela dépend des sommes épargnées. En moyenne, les Français vont recevoir 212 euros sur leur livret A et 263 euros pour ceux qui ont un livret d'épargne populaire. Alors que faire de ces sommes ? Eh bien, si possible, n'y touchez pas. C'est une bonne façon de profiter d'intérêts toujours plus élevés. Surtout que l'année qui vient s'annonce moins prolifique. Le taux du livret A va baisser à partir du 1er février. Brieux Baucher, l'INSEE a publié ses chiffres sur la mortalité en France. En 2023, 639 300 personnes sont décédées dans notre pays, soit 35 900 personnes de moins. C'est quand même une bonne nouvelle qu'en 2022, année de forte mortalité. Alors, pas très gai pour terminer ce journal, mais il semblerait que le 3 janvier est le jour où on en meurt le plus en France, Yasmina Katou. Oui, chaque année, le 3 janvier, en moyenne, 1900 personnes décèdent contre 1600 les autres jours. Ce pic
pic s'explique d'abord parce qu'il y a plus de décès en hiver, notamment chez les personnes âgées à cause des virus comme le Covid ou la grippe. Mais ces décès du Nouvel An auraient aussi une autre explication, détaille Chloé Tavant de l'INSEE. C'est un jour qui suit les fêtes de fin d'année, Noël et le jour de l'an. Et notamment, on peut penser qu'il y a des facteurs de nature psychologique qui vont jouer derrière, qu'on appelle report de la mort d'une personne qui serait malade ou en fin de vie et qui pourrait retarder l'inévitable pour profiter d'un moment de convivialité en famille supplémentaire. Par ailleurs, le jour de votre anniversaire est aussi l'un des jours les plus meurtriers de l'année. Ce résultat a été appelé le birthday effect ou le syndrome de l'anniversaire. On peut penser que pour les plus jeunes, ça va être plutôt un moment de comportement à risque, des accidents de la route, des chutes, mais aussi des accidents cardiovasculaires pour les personnes peut-être d'âge intermédiaire liés à la consommation excessive d'alcool. À l'inverse, le 15 août, peu de décès sont enregistrés. L'Institut a remarqué que l'on meurt moins les jours fériés, notamment à l'hôpital. Cela s'explique parce que moins d'interventions chirurgicales sont prévues lors des congés. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Et tout de suite, le point sur les marchés. Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Didier Hameau. Bonjour Stéphanie. Alors comment se portent les marchés ? Bon, c'est pas terrible, hein. Moins 0,7%. Oui, le début d'année est poussif. Hein. Moins 0,7%, le CAC 40, 7340 points. Et comme hier, c'est le secteur du luxe qui plombe l'ambiance. Après les derniers indicateurs économiques toujours déprimés en provenance de Chine en particulier, où ces groupes réalisent énormément d'activités normalement, hein, et donc Kering recule de 3%, LVMH perd 1,5%, même chose pour Dior, moins 1% avec Hermès. Le compartiment automobile aussi reste sous tension, Stellantis moins 3%, Renault moins 1%, toujours les mêmes problèmes évidemment sur un marché automobile difficile. Du côté des devises, l'euro en petite forme aussi, au plus bas depuis 2 ans, l'euro est sous les 1,03 face au dollar. En Europe, ça baisse un petit peu partout, moins 0,3% à Francfort, moins 0,3% à Bruxelles, moins 0,4% à Milan. Le CAC 40 en baisse de 0,7%, 7340 points. Merci Didier Hameau de boursier.com. C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. Et la météo avec vous, ma chère Géraldine Hamon. Alors autant c'est pas terrible sur le plan de la bourse, autant dans le ciel ça s'éclaircit. Exactement, et profitez-en, ça va pas durer longtemps. Voilà, désolé. Mais bon, le soleil. Non pas trop. Oh non. Voilà. Ça dépend des endroits. En tout cas, aujourd'hui, le soleil se maintient sur la moitié nord du pays. Ça, c'est une bonne nouvelle et gagne au fil de l'après-midi l'Auvergne et la Franche-Comté. Il sera aussi lumineux ce ciel au nord de la Loire jusqu'à la frontière belge. Plus au sud, sur le sud-est notamment, le ciel est voilé et légèrement ensoleillé avec un Mistral tout de même qui soufflera autour de 60 km/h en rafale. Ailleurs, de la Vendée aux Pyrénées, le ciel est bien gris. Les Pyrénées où la limite pluie-neige se situe vers 1500 mètres cet après-midi. Des pluies qui seront aussi régulières sur le nord de l'Aquitaine et se décaleront au sud de la Garonne, pendant que la Corse, elle, est exposée à un temps un peu plus agité, bien pluvieux sur l'ouest de l'île et très venté sur le relief et les extrémités avec plus de 100 km/h. Grisaille, c'est aussi le programme du centre Val-de-Loire et de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est. Et quant aux températures, eh bien, elles sont en baisse. Exactement, aussi. Oui, couvrez-vous. Il fera 2 degrés à Charleville-Mézières, 3 degrés à Nancy et Metz, 4 à Strasbourg, Lyon et Vesoul, 5 degrés à Saint-Brieuc et Paris, 6 degrés à Brest, on attend 7 degrés à Quimper, 9 à Avignon, 11 à Toulouse, 13 à Biarritz, 14 degrés à Nice, c'est un peu plus doux dans le sud puisqu'il fera 15 degrés à Ajaccio et Perpignan jusqu'à 18 degrés à Bastia. Demain, les conditions s'annoncent très contrastées avec un temps doux et assez humide dans le sud-ouest alors qu'il fera assez froid au nord-est. Merci Géraldine Hamon et restez avec nous dans quelques instants. On viendra sur l'actualité de la journée. Bruno Retailleau qui a annoncé son interpellation ce matin à Brest de l'influenceur algérien Zazou Youssef. Il appelait sa communauté à commettre des attentats. On viendra aussi sur le Conseil des ministres, le premier pour le gouvernement Bayrou. Géraldine. Il est 13h18, bon début d'après-midi avec Stéphanie Demuru sur Europe 1. Europe 1 13h.